Madame Goyette en visioconférence. Donc, bonjour tout le monde. On m'entend bien? Oui. OK, d'accord. Donc, je suis vraiment déçue de ne pas être avec vous aujourd'hui, mais bon, c'est une semaine quand même assez chargée. J'ai des cours, puis je suis aussi superviseur de stage, donc vous me pardonnerez. Mais je suis quand même contente de partager avec vous certains résultats de recherche concernant le bien-être en enseignement, parce que oui, ça existe. J'étudie le bien-être en enseignement depuis à peu près une bonne dizaine d'années. Et à travers cette présentation-là, d'une durée d'à peu près 20 minutes, je vais vous expliquer un petit peu où on en est au niveau des recherches à cet égard-là. Puis peut-être vous donner des petites pistes de réflexion. Donc, c'est parti. La démocratisation de l'enseignement, ça va dessiner le portrait de l'école, ça a enclenché une série de changements institutionnels, curriculaires pour répondre aux besoins de la collectivité. Je crois que vous avez eu une conférence de Dr Tardif là-dessus, donc je ne crois pas que je vais dire plus ou mieux que lui. Puis je me suis aussi inspirée de ses travaux pour ça, mais on se rend compte que ces changements-là, ça affecte beaucoup les conditions de travail des enseignants qui sont loin d'être enviables. Donc, on vit de la précarité, de la dévalorisation de la profession, puis on se rend compte aussi qu'au fil des années, être enseignant, c'est une tâche très complexe. On voit dans les médias beaucoup de choses concernant la profession enseignante. Et ces temps-ci, c'est comme pas très, très positif. Donc, on parle du nombre d'enseignants qui est à son plus bas depuis 5 ans. Ici, on parle des enseignants au secondaire, donc les gens ne sont plus vraiment intéressés à la formation en enseignement. Donc, ça, c'est un problème parce que d'un autre côté, il y a une pénurie d'enseignants qui s'aggrave de plus en plus. Et en plus, pour mettre assez sur le sommet, comme on dit, on a aussi la santé psychologique des enseignants qui va de moins en moins bien. Donc, le contexte est très peu favorable à ressentir du bien-être et cette complexité-là se démontre par ces faits-là. Et il faut vraiment se questionner. Donc, il y a beaucoup de facteurs associés au décrochage professionnel parce que la complexité du métier va amener le décrochage professionnel d'un côté et aussi la détresse psychologique. La détresse psychologique ne fait pas en sorte nécessairement que les enseignants vont décrocher, mais c'est quand même assez inquiétant de voir le nombre d'enseignants qui vont quitter pour une période indéterminée suite à des problèmes qui peuvent être des troubles anxieux, des troubles d'adaptation ou des dépressions, parce que le travail devient de plus en plus difficile. Donc, plusieurs facteurs s'attient au décrochage parce qu'il y en a qui décident, pour se sauver la vie, de décrocher du métier, c'est vraiment très triste. Puis, on en dénombre environ 25% dans les 3 premières années d'enseignement. Lors de l'insertion professionnelle, ce qui est aussi très inquiétant. Donc, on rapporte la charge de travail qui est de plus en plus considérable. Le climat d'école, il y a des écoles où le climat n'est pas vraiment positif et qui est très difficile. Donc, certains, surtout les nouveaux enseignants, ont de la difficulté à vivre avec ça. Ensuite, la gestion difficile des élèves. Bien entendu, on a des élèves très hétérogènes de plus en plus avec plusieurs problèmes, que ce soit de l'ordre comportemental ou de l'ordre de l'apprentissage. Donc, la gestion difficile des élèves, la gestion de classe, ça devient vraiment des facteurs qui sont associés au décrochage. Ensuite, on se plaint aussi d'un manque de formation. On se rend compte dans toute l'effervescence présentement et la condition que l'on vit, que peut-être que la formation est peut-être moins adaptée parce que la pénurie nous rentre dedans si on veut, mais au niveau des institutions universitaires, on a de la difficulté, on essaie de trouver des solutions, mais surtout dans certaines régions comme Montréal, on a un besoin criant d'enseignants, puis là on est rendu qu'on recrute des enseignants dès la première année dans le baccalauréat, ce qui constitue quand même un problème, parce que ces gens-là, même s'ils font de la science, ne sont pas nécessairement formés pour être enseignants. Donc, le manque de formation, c'est un problème aussi, parce que même si on fait la formation pendant 4 ans, on
on sent qu'on n'est peut-être pas assez compétent pour effectuer le travail. Et le manque de ressources, bien entendu, qui est, je crois, l'un des facteurs de mal-être dans la profession qui peuvent mener éventuellement au décrochage. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que dans le milieu de l'éducation, il y a une culture du manque médicaux, donc il y a des chercheurs qui ont cherché là-dessus. Et dans leur recherche, on a vu que le manque en éducation, c'est toujours par rapport aux ressources, par rapport à la reconnaissance, par rapport au soutien politique. Et il y a toujours trop d'élèves dans les classes, d'élèves en difficulté, et on voit aussi qu'il y a trop d'exigences individuelles. Donc, la société est de plus en plus exigeante envers les enseignants, mais ces enseignants-là, ils ont un surplus de tâches, et c'est bien de faire leur possible, mais on demande trop. Et ça, ben, ça peut aussi être des facteurs qui peuvent conduire au mal-être en enseignement. Mais on peut se poser aussi une question de réflexion, c'est que devant ces constats-là, existe-t-il des enseignants qui ressentent du bien-être en enseignement malgré la complexité? Et c'est la question de recherche qui me poursuit depuis 10 ans. Et je peux vous dire positivement que oui, il existe des enseignants qui vont ressentir du bien-être malgré la complexité. Et c'est de ces enseignants-là que j'aimerais vous parler. Pas dans une optique jovialiste pour vous dire que la situation est extraordinaire et que le bien-être en enseignement, tout le monde devrait ressentir ça, parce qu'on sait que la situation actuelle n'est pas si, pas très tournée vers le bien-être en enseignement. Mais il y a quand même de l'espoir, et c'est ça un petit peu dont je veux vous entretenir cet après-midi. Donc, mon hypothèse, c'est que dans mes recherches, moi, je crois que se pencher sur la part des compétences psychologiques et socio-émotionnelles des enseignants, en étudiant spécifiquement les forces de caractère, ça pourrait orienter davantage les enseignants vers la connaissance de soi au service du développement des compétences professionnelles. Puis, réussir à faire ça, ça hausserait du coup le bien-être au travail. Donc, mon hypothèse, en fait, c'est que peut-être qu'on s'attarde beaucoup aux élèves dans la formation et qu'on accorde peu de place à l'enseignant qui, lui, doit vivre avec des difficultés. Donc, dans mes recherches, j'essaie de voir comment on pourrait réussir à développer des compétences dans ce sens-là pour réussir à les garder dans la profession, pour réussir à faire en sorte qu'ils persévèrent. Donc, je m'appuie dans mes recherches sur le champ de la psychologie positive. Le champ de la psychologie positive, ne mêlez pas ça avec la pensée positive et tout le développement personnel. Il y a des tonnes d'ouvrages qui s'écrivent dans les librairies qui sont écrites par des thérapeutes ou des coachs de vie. C'est pas de ça dont on parle du tout. On parle vraiment d'un champ scientifique qui s'appelle la psychologie positive. Et la psychologie positive, ça étudie vraiment les conditions qui mènent au fonctionnement optimal des individus, des groupes et des organisations. L'idée, dès le départ, c'était de se dire, en psycho, on va beaucoup travailler dans une perspective curative, c'est-à-dire qu'on va essayer de soigner les gens qui ne vont pas bien psychologiquement, qui ont des maladies répertoriées dans le DSM-6. Mais on sait à un moment donné, au tournant des années 2000, on s'est dit, oui, on étudie beaucoup les gens qui ne vont pas bien, mais on n'étudie pas les gens qui vont bien. Et peut-être que les étudier, ça nous aiderait à avoir peut-être une nouvelle perspective pour justement développer des moyens d'être plus positifs, des moyens de ressentir plus de bien-être dans la vie de façon générale. Donc, la psychologie positive, c'est vraiment l'étude positive de l'individu pour l'aider à se construire des forces et des compétences psychologiques pour devenir résilient. Donc, ce champ-là, c'est pas de se mettre des lunettes roses puis de se dire que, tout va bien aller et, on met de côté tout ce qui ne va pas bien parce que les choses négatives qui nous arrivent dans notre expérience, c'est des choses qui vont construire ce que l'on est. Donc, il ne faut pas les mettre de côté, mais il y a moyen, par exemple, de changer un petit peu nos perspectives pour avoir un regard plus optimiste sur ce qui arrive et réussir à se trouver des outils de résilience et de persévérance. C'est plus dans ce sens-là. Donc, le bien-être, c'est un objet de recherche. Il n'y a pas de définition unique au bien-être. Ça dépend beaucoup des chercheurs, des champs de recherche.
Mais moi, je m'appuie sur la théorie du bien-être de Seligman, qui, lui, définit sa théorie du bien-être sur le concept de prospérité, et que, selon lui, c'est par l'atteinte d'un niveau optimal de fonctionnement d'un individu qui se traduit par la fonction de la pérennité, la croissance personnelle et la résilience. Et ce chercheur-là a réussi à décliner 5 éléments du bien-être. Donc, pour lui, on peut ressentir le bien-être dans notre vie et il y a certains éléments qui contribuent à ça. Donc, dans ces éléments-là, on a des émotions positives. Donc, il y a des gens qui vont se sentir vraiment dans une ressentir le bien-être quand ils ressentent des émotions positives dans une activité, par exemple, dans une situation quelconque. Donc, en enseignement, souvent les enseignants, ce qu'ils vont dire, c'est que une activité pédagogique a super bien été, les élèves étaient contents, donc ils ressentent des émotions positives par rapport à ça. Il y a l'engagement aussi. L'engagement, c'est s'engager dans la tâche. Dans la théorie de Seligman, on fait référence à la théorie du flow de Kizenier, qui est aussi un chercheur en psychologie positive. Et ça s'explique par le fait qu'on est tellement concentré à l'activité qu'on est en train de faire qu'on dirait qu'on oublie tout parce qu'on fait vraiment la tâche et que par la suite, on ressent beaucoup de bien-être. Peut-être que certaines personnes dans la salle ont déjà ressenti ça. Vous êtes passionné d'un sujet, puis vous le faites, et par la suite, vous êtes content parce que vous avez réussi à passer du temps à faire cette activité-là que vous aimez. Ensuite, on a les relations positives. Il y a beaucoup d'individus qui vont chercher dans leur vie à établir des relations positives avec les autres. Et ça c'est vraiment un vecteur de bien-être. On a le sens. Le sens, c'est vraiment aussi un élément très important, surtout chez les enseignants, parce que le sens, il y a certaines personnes qui vont ressentir le bien-être parce qu'elles ont besoin de définir leurs valeurs, prendre et cultiver ces valeurs-là. Puis, le sens, c'est de vivre en cohérence avec ce que l'on est et ce que l'on croit et les valeurs qu'on a comme individu. Donc, les valeurs, c'est vraiment ce qui va donner du sens et ce qui guide l'action aussi de ces personnes-là. Et l'accomplissement, il y a certaines personnes qui vont ressentir beaucoup de bien-être parce qu'ils s'accomplissent dans la vie. C'est des gens qui vont carburer aux objectifs et ça n'a pas nécessairement toujours un ascendant négatif que d'avoir des objectifs et de vouloir les accomplir. Donc, ça, c'est des éléments du bien-être. Mais pour réussir à construire ces éléments de bien-être-là, on a besoin des forces de caractère. Donc, les forces de caractère, c'est des traits positifs de la personnalité qui sont cognitifs ou non, qui vont nous aider à développer notre bien-être si on prend conscience de ces forces-là. Donc, c'est des forces très personnelles. Donc, Peterson et Seligman ont fait pendant des recherches longitudinales à travers le monde. Ils ont répertorié 24 forces de caractère qu'ils ont fait comme des familles, donc 6 familles auxquelles ils ont greffé ces forces de caractère-là. Donc, les familles, c'est des forces de caractère, par exemple, comme la connaissance et la sagesse. Donc, on pourrait parler de créativité dans cette famille-là, on pourrait parler d'amour de l'étude, du discernement, de la perspective. Une autre famille qui s'appelle le courage, où on retrouve des forces de caractère comme l'honnêteté, l'assiduité, la joie de vivre. Ensuite, on a l'humanité qui parle plus de gentillesse et de générosité, de capacité d'aimer, d'intelligence sociale. La famille suivante, qui est la famille de la justice, ça regroupe la citoyenneté, le travail d'équipe, le leadership, l'impartialité. Ensuite, la tempérance, où on retrouve des forces de caractère comme le pardon, la modestie, la maîtrise de soi, l'autorisation. Et la dernière famille, c'est la transcendance. Donc, c'est des forces de caractère qui nous aident à garder espoir, l'optimisme, l'humour, la gratitude, la reconnaissance de la beauté. Donc, ces forces de caractère-là, les individus ont tous l'une ou l'autre de ces forces-là. Et la beauté de la chose, c'est que si on prend conscience des forces que l'on a, ça nous aide à ressentir du bien-être. Et on peut aussi décider de développer certaines de ces forces-là si on voit qu'on ne les utilise pas nécessairement, mais qui pourraient être utiles dans l'élaboration de notre bien-être. Donc, quand j'ai fait ma thèse, ici, vous avez 5 ans de travail dans un schéma, je me suis rendu compte que par rapport aux éléments de Seligman, le sens était ce qui était le plus central au niveau du bien-être en enseignement.
Autour du sens s'articulaient les éléments comme les relations positives, bien entendu, puis les émotions positives. Mais ce que j'ai découvert à travers ma thèse, c'est que le sens aussi s'élabore par rapport au sentiment de compétence que les enseignants développent tout au long là, de leur expérience. La passion d'enseignement qui revient quand même assez souvent et l'engagement professionnel, donc les enseignants qui ressentent du bien-être parce qu'ils sont impliqués dans la vie parascolaire de l'école et tout ça. Et à travers ça, il y a 5 formes de caractère qui sont ressorties, donc la persévérance, la bienveillance, l'amour, la créativité et l'autorégulation. Donc, ces enseignants-là qui ressentent du bien-être vont vraiment avoir développé ces 5 formes de caractère. Ça ne veut pas dire que si on ne les a pas développées, on ne ressent pas du bien-être, ça se peut qu'on ait développé d'autres formes de caractère qui nous aident à élaborer du sens. Mais c'est un peu le modèle qui est ressorti de ma thèse. Donc, j'ai fait par la suite de ma thèse une recherche sur le bien-être des stagiaires en enseignement, c'est des stagiaires au préscolaire primaire. Et ce que je me suis dit, c'est que c'est bien beau, c'est bon de savoir qu'on a des forces de caractère, mais il faut aussi être capable de les développer. Donc, avec un autre chercheur de l'UQAM qui s'appelle Philippe Dubreuil, qui est lui en sciences de la gestion, mais qui est psychologue, on a développé des ateliers d'accompagnement axés sur la connaissance des forces de caractère. Puis, dans les résultats, ce que ça a démontré, c'est qu'il y a une tendance vraiment plus marquée à ressentir du bien-être quand on fait ces ateliers-là d'accompagnement et quand on en prend conscience tout au long de notre pratique. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu une augmentation des émotions positives chez les étudiants qui avaient eu ces ateliers-là. Plus de satisfaction au travail, mais non de satisfaction au travail, mais nous, on a été voir ces éléments-là lors de leur stage 4, donc le stage terminal en enseignement, qui dure 12 semaines. Donc, on a été évalué par rapport à ces enseignants, ces futurs enseignants-là, leur sentiment de bien-être, de satisfaction, puis aussi le bien-être qui augmente comparativement à un autre groupe qui, lui, n'avait pas eu les ateliers d'accompagnement avant leur stage. Donc, les forces de caractère qui étaient ressorties pendant cette recherche-là, c'est la persévérance, l'autorégulation, mais on voit que l'enthousiasme est là, qui n'est pas une force de caractère qui est ressortie dans ma thèse, mais les stagiaires sont très enthousiastes. Hein? Les nouveaux enseignants ou les futurs enseignants sont très enthousiastes de faire leur stage. On a vu aussi l'amour qui était là, mais l'intelligence sociale est ressortie davantage. Donc, c'est les forces de caractère qui aident nos stagiaires à ressentir du bien-être en enseignement. Ensuite, bien-être chez les enseignants d'expérience, à travers une recherche qui est en cours, parce que je travaille avec des enseignants d'expérience, on pourrait dire que ça se construit par une auto-réflexion constante de leurs expériences positives et négatives. Donc, comme je vous disais tantôt, il ne faut pas rejeter les expériences négatives parce qu'on va tirer du positif par rapport à ça. C'est aussi par une prise en compte de leurs valeurs qui tentent de mettre en congruence avec celles du milieu de travail. Le mal-être, souvent, chez les enseignants, c'est de ne pas trouver de congruence entre leurs valeurs personnelles et les valeurs qui sont intégrées dans le milieu dans lequel ils évoluent. Donc, ils sont constamment en choc de la réalité parfois parce qu'ils ne trouvent pas que les valeurs qui sont partagées dans l'école ou par les collègues sont en concordance ou en congruence avec ce qu'ils sont. Et ça, des fois, c'est vecteur de mal-être. Donc, quand on prend conscience de tout ça, c'est là qu'on dit, moi, je me développe une certaine singularité, j'ai une connaissance de moi, je sais qui je suis. Maintenant, je sais que dans mon école ou avec certaines expériences, j'ai avec des collègues, c'est pas nécessairement en congruence avec moi, mais je suis capable quand même de mettre de l'eau dans mon vin, être capable d'évoluer quand même. Donc, la connaissance de soi amène à développer une confiance en soi, un sentiment de compétence qui définit leur singularité. Donc, je sais qui ils sont comme enseignants. Il n'y a pas de modèle d'enseignant parfait. Chacun est différent, mais chacun peut cultiver une certaine force de caractère, une certaine vision de l'enseignement qui leur donne confiance. Donc, c'est un petit peu dans ça que les recherches se situent. Donc, un premier constat, c'est que pour favoriser le bien-être en enseignement, l'enseignant doit réfléchir sur lui-même afin de développer une identité professionnelle positive et construire un sens de son travail malgré la complexité. Donc, les forces de caractère, ça aide à mieux se connaître et valoriser et favoriser le bien-être. Bien entendu, il se peut qu'il arrive des choses qu'on appelle des choses impondérables, des choses que l'on n'a pas prévues,
et qu'on n'a pas le contrôle. Et ça se peut que ça génère des émotions négatives, mais le fait de bien se connaître nous aide à reprendre ça en perspective et peut-être trouver des solutions positives et non pas négatives à ça. Ensuite, le deuxième constat, c'est qu'à l'instar de théorie et Leroux, la santé des enseignants, leur bien-être et leur résilience influencent positivement le développement des élèves et de l'école. Donc, c'est sûr que des enseignants qui ressentent du bien-être malgré la complexité, ça crée un environnement favorable à l'apprentissage et au développement de compétences psychosociales essentielles à la vie en société chez les élèves. Mais ça contribue aussi à la santé mentale des enseignants. Donc, on sait que des enseignants qui vont bien, ils vont vraiment développer des climats de classe qui vont être favorables à l'apprentissage des élèves. Les enseignants qui ne sont pas bien, ça se répercute aussi sur l'apprentissage des élèves. Donc ça, c'est pour ça que c'est important de travailler le bien-être en enseignement. Donc, en conclusion, miser sur une belle apprentissage sur le développement et l'ensemble des enseignants afin qu'ils développent des compétences psychologiques et socio-émotionnelles pour affronter les défis de la profession, c'est une avenue incontournable. On est à un point présentement qu'on est en train de reconsidérer les référentiels de compétences professionnelles, on est en train de reconsidérer aussi la formation des enseignants, ce qui est légitime parce que, bon, les derniers remaniements par rapport à ça, ça date de 2011. Je crois que l'évolution de ce qu'on vit dans notre société actuelle, l'évolution ou les changements qu'on vit en éducation, imposent d'une certaine façon de revoir ces programmes-là de formation initiale et aussi de doter à travers cette formation initiale-là les enseignants peut-être de cours qui vont aider au développement de l'identité professionnelle. Parce que ce qu'on voit dans la formation jusqu'à maintenant, c'est que l'identité professionnelle comme compétence professionnelle, on va la traiter, mais vraiment toujours en filigrane. Et ça, je trouve que ça vaut la peine de s'attarder vraiment aux enseignants. On s'attarde dans la formation beaucoup aux élèves par rapport à leur développement psycho-affectif. Puis ça, c'est vraiment important. Mais on dirait que les enseignants sont vraiment focusés sur l'élève, mais ils s'oublient là-dedans. Mais pour réussir à avoir une santé mentale, une bonne santé psychologique, on doit s'auto-évaluer, on doit travailler sur soi, puis voir comment on peut réussir à conjuguer avec les difficultés. Donc, je crois qu'au niveau de la formation initiale des maîtres, on aurait peut-être des éléments à améliorer à ce niveau. Puis aussi, une réflexion en profondeur sur les conditions de travail des enseignants et les moyens de faciliter leur vie professionnelle et leur bien-être pourraient diminuer la détresse psychologique, le désintérêt pour la profession et le décrochage professionnel. Moi, je trouve que c'est vraiment important de valoriser la profession enseignante. Il faut arrêter de penser que n'importe qui peut être un enseignant. Je crois que ce qui fait en sorte qu'on est des enseignants, puis ce qui fait qu'on est des professionnels, c'est qu'on est des spécialistes de l'enseignement, mais aussi de l'apprentissage. Et ça, on dirait qu'on l'oublie. On est capable de penser qu'un médecin, c'est un spécialiste de la santé, que l'avocat, c'est un spécialiste du droit. Mais on dirait que dans la conception générale, les enseignants, on est encore là dans le modèle très traditionnel, à juste donner des notions, juste donner des contenus, quand aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe, puis qu'on doit, oui, élaborer des contenus et être connaissant des contenus, mais on doit être à l'affût de comment l'élève apprend. Et ça, je pense qu'on ne considère pas assez. La journée où est-ce que les enseignants vont être vraiment conscients de ça, puis s'imposent aussi dans cette vision-là, c'est là qu'on va pouvoir valoriser davantage notre profession. Mais on a un gros travail à faire, surtout au niveau de la société en général, parce que la profession, je trouve qu'elle souffre beaucoup d'un manque de valorisation. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que ça va alimenter nos prochaines discussions dans les quelques minutes qui suivent. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Goyette, pour la présentation. La prochaine personne, ça va être Simon. Mme Bilodeau. Allez-y, Mme Brigitte Bilodeau. Allez-y, il n'y a pas de problème. Alors. On va tous vous écouter. En fait, donc, Mme Brigitte Bilodeau qui va venir faire sa présentation. Comme vous le souhaitez.
Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Brigitte Bilodeau. Je suis vice-présidente de la Fédération des syndicats d'enseignement sécuritaire depuis l'été dernier. Auparavant, j'étais présidente d'un syndicat d'enseignants local dans la région de la Beauce et je suis enseignante au primaire de formation. Alors aujourd'hui, on m'a demandé de venir vous parler de la condition enseignante. Sans doute que vous allez constater qu'il y a des petites choses qui se recoupent avec la présentation précédente et peut-être avec la conférence d'ouverture de M. Tardy. Mais je vous amène la perspective syndicale, dans le fond, en lien avec ce sujet-là. Alors, pour nous, la condition enseignante, c'est déterminé par 4 éléments. Les conditions de travail du personnel enseignant, naturellement, les enjeux professionnels, les effets qu'entraînent les nombreuses transformations qu'on vit dans le système d'éducation sur la profession et le contexte sociétal, c'est-à-dire la société dans laquelle l'école évolue aujourd'hui. Alors, en termes de conditions de travail, on ne peut pas passer à côté de la question salariale. Alors, sans doute que vous avez constaté en lisant les médias dans l'actualité qu'actuellement, les enseignantes et les enseignants du Québec obtiennent les salaires les plus bas au pays. Donc, ils sont les moins bien rémunérés. Si vous comparez juste avec l'Ontario, au sommet de l'échelle, on est à près de 20 000 $ de différence. Ce n'est pas un facteur qui est attractif beaucoup. En termes d'échelle salariale, à la dernière négociation, le gouvernement du Québec a voulu revoir sa structure salariale, la structure salariale des emplois des secteurs publics et parapublics. Et dans le cadre de ces travaux-là, pour les rendre sa structure plus cohérente, a décidé qu'il faisait de l'emploi d'enseignants une exception. Et il a laissé les enseignants de commission scolaire dans une échelle salariale qui est désavantageuse par rapport à celle des autres emplois auxquels ils se comparent. Alors, si on prend l'exemple d'un enseignant qui commencerait à temps plein avec un professionnel du même rangement dans la structure, au rangement 22 qui rentrera à temps plein, après 14 ans, il y a une différence de près de 70 000 $ en termes de revenus. Alors, c'est nettement discriminatoire. On sait que la profession enseignante, c'est une profession où il y a énormément de précarité. Alors, actuellement, au secteur des jeunes, c'est-à-dire au préscolaire, au primaire, au secondaire, le taux de précarité est à plus du tiers des enseignants qui sont à statut précaire. Et en formation générale des adultes puis en formation professionnelle, c'est encore plus important. On a près des 3/4 des enseignants qui sont à statut précaire dans ces secteurs-là. Alors, si je continue dans les conditions de travail, alors Mme Goyette en a parlé tout à l'heure, on vit une surcharge importante. Je vais y revenir tantôt quand je vais vous parler des différents enjeux qui concernent l'éducation. Je vais vous expliquer un petit peu d'où ça vient. Mais ce qu'on observe actuellement, c'est beaucoup d'enseignants qui vont diminuer volontairement leur charge de travail. Donc, ils vont demander des réductions volontaires de tâches et donc une diminution de salaire par conséquent. Soit par des congés sans traitement, soit en bénéficiant d'une retraite progressive à la fin de leur carrière ou par des prolongations de congés de maternité. Dans certains syndicats, on observe actuellement 50% des enseignants qui sont en réduction volontaire de tâches. On sait aussi par les différentes données que les taux d'épuisement professionnel sont élevés, les maladies pour cause psychologique augmentent dans les commissions scolaires, les maladies pour invalidité, donc beaucoup de congés qui sont pris en lien avec ça. Et au niveau de la SNES, dernièrement, on nous disait que les absences ou les indemnisations pour cause de violence ont augmenté de 50% chez les éducateurs et chez les enseignants. Donc, des conditions qui ne sont pas nécessairement faciles et qui atteignent, dans le fond, la santé physique et psychologique des enseignants. Au niveau des enjeux professionnels, je reviens un petit peu avec ce que Mme Goyette disait tantôt. On pense que les enseignants, c'est facile. On est tous allés à l'école, on pense que le prof il prend le manuel puis il fait des exercices. Alors que. OK. Alors que la profession enseignante, c'est une profession qui est très encadrée. On parlait tantôt du référentiel de compétences. Alors, ça détermine, dans le fond, la formation qui est donnée aux futurs enseignants dans les universités, qui est en révision actuellement. On a les encadrements qui sont prévus à la loi sur l'instruction publique, qui indiquent nos droits, mais qui indiquent aussi nos devoirs comme enseignants. On a des régimes pédagogiques qui nous disent, dans le fond, de quelle façon on va évaluer les élèves, etc. Donc, ce sont des encadrements légaux dont on ne peut se soustraire comme enseignant. On suit des programmes qui sont déterminés par le ministère. Et naturellement, on a des contrats de travail, une convention nationale, mais aussi une convention collective locale par commission scolaire. Donc, ce sont l'ensemble des encadrements légaux
qui encadrent la profession. Au Québec, la formation des enseignants, c'est une formation de 4 ans maintenant. Hein. Ça a changé dans les années 2000. Alors, ou bien on peut faire appel aussi à la maîtrise qualifiante, c'est-à-dire des enseignants, particulièrement au secondaire, qui vont avoir un bac disciplinaire puis qui vont aller chercher une maîtrise qualifiante pour aller chercher leur pédagogie. Donc, une formation qui est quand même importante en termes de durée. On a une situation particulière en formation professionnelle où on retrouve là des gens de métier, des personnes, dans le fond, qui ont une expertise dans un métier quelconque, en soudage, en électricité, en conduite d'engin de chantier, etc., etc. Alors, des personnes qui sont des experts dans leur métier et qui, pour devenir enseignants, doivent s'embarquer, dans le fond, dans la poursuite d'un baccalauréat qui dure une dizaine d'années. Alors, ça, non plus, c'est pas toujours bien attractif. L'insertion professionnelle. On disait tantôt, on a beaucoup de jeunes enseignants qui sont à statut précaire. Il y a un enjeu là, l'insertion professionnelle. On sait que, comme disait Madame tantôt, les enseignants quittent souvent dans les premières années de la profession à fort pourcentage. Pourtant, ce qu'on observe, c'est que dans les commissions scolaires actuellement, on n'a pas des programmes d'insertion professionnelle, on n'a pas de mesures d'accueil partout. Alors que ça devrait être une priorité. On devrait s'assurer, dans le fond, d'accueillir nos jeunes enseignants, de les accompagner dans les premières années de pratique pour être en mesure de les soutenir et de répondre à leurs besoins. Au niveau du développement professionnel, quand on est rentré comme enseignant, on fait de la formation continue. Ce qu'on observe, c'est que les enseignants font énormément de choses en termes de formation continue. On observe qu'ils vont faire des lectures, ils vont participer à des colloques, à des congrès, à des conférences. Il y a beaucoup d'activités de perfectionnement qui sont organisées par les commissions scolaires. Il y en a qui vont poursuivre leur formation par des études universitaires. Alors, il se fait énormément de choses. Pourtant, les budgets sont minimes. Quand on parle de 240 $ par enseignant par année, c'est pas quelque chose qui est énorme. On doit le partager pour l'ensemble des profs parce que les enseignants qui sont à statut précaire ne contribuent pas à financer ces budgets-là. Alors, on se retrouve avec des sommes qui sont petites et pourtant les besoins sont grands et les attentes aussi sont importantes à l'égard des enseignants. Ce qu'on observe aussi, ce que les enseignants nous disent, c'est que le perfectionnement n'est pas toujours pertinent et ne répond pas toujours, dans le fond, aux besoins que les enseignants ont exprimés. Et ça, dans le fond, c'est 3200 enseignants qui nous l'ont dit parce qu'on a fait une vaste enquête il y a quelques années et c'est ce qui ressortait de l'enquête qu'on a réalisée. Toujours en termes d'enjeux professionnels, alors les enseignants bénéficient d'une forme d'autonomie professionnelle. On parle d'autonomie individuelle et d'autonomie collective. Pourquoi? Parce que dans une classe, la loi reconnaît aux enseignants le choix de leurs approches et de leurs méthodes pédagogiques, le choix de leurs instruments d'évaluation. Ils ont le droit de diriger la conduite de leurs élèves. Et au plan collectif, il y a différents mécanismes qui assurent, dans le fond, la participation des enseignants aux décisions qui se prennent dans les écoles. Alors, ça va du niveau de la consultation sur certains sujets jusqu'à l'élaboration de propositions plus formelles, par exemple, lorsque vient le temps d'établir les normes et modalités d'évaluation dans un établissement. Alors, ce sont les enseignants qui vont élaborer une proposition et la direction d'école approuvera à ce moment-là si elle respecte le régime pédagogique. Les effets qu'entraînent les transformations en éducation sur la profession, les gens nous disent que les enfants ont changé, les élèves ont changé, ont évolué. La gestion de classe, c'est quelque chose qui est rendu assez, problématique dans certains milieux. Ce qu'on observe, c'est qu'on a vécu une diminution du nombre d'élèves, là, ça tend à remonter, mais on a vécu une diminution du nombre d'élèves. Et parallèlement à ça, on a intégré davantage d'élèves en difficulté dans les classes régulières sans augmenter le nombre de classes spéciales. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'il y a une plus grande proportion d'élèves en difficulté dans les classes régulières, ce qui vient complexifier de façon importante la gestion de classe et le travail des enseignants. On observe aussi de la diversité culturelle. Ici, à Montréal, bon, c'est pas nouveau, mais ce qu'on observe, c'est qu'en région, ça commence aussi. On a de plus en plus d'entreprises en région qui vont aller chercher de la main-d'œuvre à l'étranger. Ces gens-là arrivent avec leur famille, les enfants ne parlent pas français, sont d'une autre langue, et on n'a pas de classe d'accueil en région. Alors, on se retrouve avec un certain nombre d'heures de francisation qui sont ridicules, et là, les profs qui sont titulaires de ces classes-là vivent le défi, dans le fond, d'intégrer ces jeunes-là qui arrivent à l'école. Alors, ça vient complexifier encore là leurs tâches.
bon, vous savez que le milieu de l'éducation a vécu des compressions budgétaires successives. Alors, c'est près d'1 milliard de coupures qui ont été vécues dans le système entre 2010 et 2016. Et ça, naturellement, ça s'est traduit par une perte de services. On a congédié ou on n'a pas remplacé des professionnels, donc des psychologues, des orthophonistes, des ergothérapeutes, et on a aussi perdu du personnel de soutien, des techniciens d'éducation spécialisée, des préposés aux élèves handicapés. Alors, ça fait en sorte que, encore là, les enseignants qui sont au bout de l'entonnoir, eux autres, on ne peut pas les couper, il faut qu'ils soient devant les élèves. Mais quand on coupe tout ce qu'il y a autour, ça rebondit sur leur bureau et sur leurs épaules. Ce qu'on observe aussi au plan professionnel, c'est la contradiction. Les contradictions, dans le fond, qui arrivent souvent. Puis je vous donne un exemple. Quand on est arrivé au début des années 2000 avec la réforme du curriculum, alors on est passé à ce moment-là à l'approche socio-constructiviste. Ce que les profs se faisaient dire dans les établissements, c'est maintenant, tu es un guide pour l'élève et tes élèves, ils doivent utiliser, dans le fond, la découverte, la pédagogie par projet. Ils doivent découvrir les notions. Toi, tu les amènes vers ça. Alors, à ce moment-là aussi, on disait, ben, on va évaluer les compétences, puis l'évaluation était axée sur les apprentissages, on n'avait plus de notes, on était par code, etc. Aujourd'hui, en 2019, on vit avec la gestion qui est axée sur les résultats, donc on a introduit ce style de gestion-là en éducation, une gestion, dans le fond, qui est axée sur les statistiques. On veut que les élèves réussissent. Le ministère impose des cibles à atteindre en termes de diplomation et de réussite scolaire. Ensuite, il impose aux commissions scolaires de se donner un plan d'engagement vers la réussite qui tient compte de ces cibles-là. Et les commissions scolaires se retournent vers les établissements et demandent que leur projet éducatif tienne compte de ces objectifs-là. Donc, tout le système est mis au service de l'atteinte de statistiques et de résultats en imposant des cibles chiffrées. Ce que ça fait, ce qu'on observe dans le milieu actuellement, c'est qu'on impose aux enseignants des tests standardisés. On va leur demander d'évaluer leurs élèves avec les mêmes instruments d'évaluation de façon à mieux comparer. On va aussi imposer certaines pratiques pédagogiques sous prétexte qu'elles seraient dites probantes. Pourtant, si on remonte à 2000, on nous vantait l'approche socio-constructiviste, puis aujourd'hui, ben là, on revient avec l'enseignement explicite, le modelage, etc. Alors, les enseignants sont critiques, les enseignants qui sont plus expérimentés deviennent critiques de tous ces changements-là. Ils ont l'impression de se faire barouetter, qu'on ne prend pas compte, dans le fond, qu'on ne prend pas suffisamment en compte leur expérience et leur expertise professionnelle. La décentralisation des pouvoirs. À la fin des années 90, quand on a modifié la loi sur l'instruction publique, on est venu décentraliser une partie des pouvoirs vers les établissements. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait qu'on a demandé aux enseignants de s'impliquer davantage dans les décisions, ce qui pouvait sembler une bonne chose a priori. Mais aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que les enseignants sont sursollicités dans les établissements pour participer à toutes sortes de comités. Alors, on va leur demander de participer à l'élaboration des projets éducatifs, on va leur demander de participer à l'élaboration des plans de lutte contre la violence, on va leur demander d'établir les nouvelles modalités d'évaluation dans l'école, on va leur demander de siéger au conseil d'établissement, et mettez-en, des comités dans les écoles, ça pullule. Alors, ce qui arrive, c'est qu'on a pacté la grille horaire de toutes ces responsabilités administratives-là, et les profs se retrouvent avec la charge de planifier, de corriger, ce qui relève de leur enseignement en tant que tel, de plus en plus en dehors des heures régulières de l'école, en plus des technologies, là, avec les courriels, donc les directions d'école qui envoient des courriels les soirs, les fins de semaine, etc. L'exemple de maternelle 4 ans, alors c'est le sujet d'actualité du jour. La CAQ veut implanter des maternelles 4 ans de façon universelle partout au Québec, alors que les écoles sont en décrépitude, alors que dans bien des milieux, on n'a pas l'espace, on n'a pas les moyens, on n'a pas le personnel non plus. Alors, c'est un exemple de décision ministérielle qui apparaît aux enseignants comme étant illogique. Puis les gens disent, ben, la CAQ prône cette mesure-là en disant qu'elle veut faire de la prévention de l'intervention précoce. Elle dit qu'elle va assurer un meilleur continuum, qu'un enfant qui va avoir été détecté au préscolaire va pouvoir ensuite bénéficier des services des personnes dans l'école, des personnes spécialisées dans l'école tout au long de son parcours. On va assurer un continuum de services. Pourtant, ben, les profs deviennent cyniques parce qu'ils disent nos élèves actuellement qui sont au préscolaire 5 ans, au premier cycle, au deuxième cycle, n'ont pas les services dont ils auraient besoin. Alors, comment on peut dire que ces enfants-là
vont avoir les services qui sont prétendus par le ministère. En même temps, on défend notre idée en disant qu'on va donner un meilleur service aux enfants de 4 ans en termes de prévention parce que ce sont des enseignants qualifiés qui vont les recevoir. Ça peut être vrai, mais d'un autre côté, on est prêt à remplacer les profs par des techniciens en service de garde à la maternelle 4 ans, ce qui est complètement contradictoire. Le contexte sociétal, bien, on est au Québec la seule province qui finance les écoles privées à la hauteur de plus de 60 %. En Ontario, c'est 3 % des écoles qui sont financées, les écoles privées qui sont financées par l'État. Alors, on se retrouve dans un système qu'on dit à 3 vitesses, c'est-à-dire des élèves qui fréquentent les écoles privées. Pour concurrencer la perte des élèves qui sont allés vers le privé, on a créé des projets particuliers dans les écoles publiques. Souvent, ces projets particuliers-là sont sélectifs, donc sont ouverts seulement aux élèves qui ont des meilleurs résultats. Et en plus, il y a des coûts. Alors, il y a une question qui se pose en termes d'accessibilité pour des familles qui seraient moins fortunées. Alors, qu'est-ce que ça a comme conséquence? C'est que la classe régulière se retrouve avec une concentration d'élèves en difficulté. Et les meilleurs éléments sont dans les projets particuliers ou à l'école privée. Alors, ça vient mettre une pression énorme sur la composition de la classe régulière dans nos écoles publiques. Dernier élément, l'école qu'on appelle l'école fourre-tout. Alors, on observe dans les dernières années une tendance au gouvernement à mettre sur les épaules de l'école un ensemble de responsabilités à la demande des parents. Alors, un enfant se noie dans une piscine l'été, ben, on introduit la réanimation cardio-respiratoire dans les écoles, puis c'est les profs du secondaire qui vont s'en occuper. On a un problème avec MeToo, il y a une crise de viol et d'agression sexuelle, ben, on réintroduit l'éducation à la sexualité dans les écoles. Pour l'orientation scolaire et professionnelle, même chose pour la lutte à la violence, les politiques alimentaires qu'on avait arrivées dans les dernières années, les récréations prolongées dernièrement. Les enfants commencent à souffrir d'obésité, il faut qu'ils bougent plus, alors on allonge les récréations. Alors, des décisions qui sont prises d'en haut sans réellement mesurer les impacts que ça a sur les enseignants au quotidien. En conclusion, là, vous voyez, je vous ai fait un portrait qui est assez sombre de la situation. Malgré tout, on a encore des enseignants qui sont passionnés, mais je suis d'accord avec ce que Mme Goyette disait tantôt. C'est une profession qui doit être valorisée. Nous, on s'y emploie depuis quelques années. Là, je vous dis qu'enseigner, c'est une profession, c'est pas une vocation. Donc, les enseignants ont besoin de retrouver un équilibre entre la tâche qu'on leur demande, le fait de travailler, et leur vie personnelle. On a fait une vaste enquête auprès des enseignants, 1600 profs, puis on leur a demandé qu'est-ce qui les valorisait dans leur travail. Et ce qu'ils nous ont répondu, c'est la progression de leurs élèves. Puis il y en a qui disaient carrément, quand je vois briller les yeux de mes élèves parce qu'il a compris, c'est ma plus grosse paye, c'est ma plus grande source de satisfaction. Alors les enseignants, ce qu'ils veulent, c'est voir leurs élèves progresser. Ils apprécient aussi la qualité de la relation qu'ils établissent, le côté humain avec leurs élèves, et ce dont ils ont besoin, c'est de la reconnaissance, de l'appui et la confiance des parents, de la direction et de leurs collègues. Les moyens qui peuvent accroître la valorisation des profs, alors on doit reconnaître leur expertise, leur autonomie, c'est-à-dire reconnaître leur savoir d'expérience, ne pas leur imposer des pratiques pédagogiques, mais reconnaître qu'une fois qu'ils les connaissent, ces recherches-là, ces pratiques-là, ils sont les mieux à même de choisir lesquelles sont appropriées au contexte de leur classe. Ils veulent naturellement une amélioration de leurs conditions d'exercice. Il faut ramener la tâche à quelque chose de mieux proportionné et de plus réaliste. Et enfin, une amélioration de la collaboration dans l'équipe école en redonnant du temps aux enseignants pour qu'ils soient capables de se parler, de collaborer entre eux, de créer des projets, puis de vivre une vie d'équipe qui est satisfaisante pour eux. Alors, je conclue en disant que les solutions pour rendre la profession enseignante plus attrayante et pour que la désertion arrête, elles existent. On ne peut pas seulement dire qu'on fait de l'éducation une priorité, il faut aussi agir et je pense que ça passe d'abord par une amélioration des conditions d'exercice de la profession. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Finalement, nous avons Simon Brazo-Béliveau qui va faire la sienne à l'instant. Non. Pas le pointeur. Ok, parfait. Non, moi j'ai des notes
manuscrite. Quand j'ai vu avec qui j'allais présenter, donc j'étais très content, très honoré qu'on me demande de venir. En fait, j'ai participé à des séminaires d'étudiants déjà à l'Université de Montréal ici, où on me demandait de venir parler un petit peu de justement des conditions de travail, de mon parcours. Donc j'ai vraiment un discours très personnel. Je ne peux pas m'appuyer sur des chiffres, donc je ne participe pas ni à une étude universitaire, ni à celle des syndicats, mais ce que je peux dire, c'est que si je relis les deux, c'est la vie. Puis je l'ai vécu auparavant, puis je le vis encore au quotidien. Puis il reste à savoir là-dedans où je choisis de mettre de l'importance, quelle bataille je veux pouvoir livrer. Donc voilà, c'est ce qui fait qu'ensuite, soit on est bien dans notre milieu, ou soit on ne l'est pas. Et j'ai vécu les deux. Tout d'abord, j'aime l'enseignement, j'aime l'éducation. Je suis heureux de faire ça, d'être enseignant en éducation physique. Je suis chanceux. J'apprends aux élèves à avoir du plaisir. Déjà là, ça part bien. Puis en plus, je veux valoriser la santé physique. Ce sont deux points sur lesquels je peux partir. Donc, ce qui me donne déjà une longueur d'avance. Les petits garçons énervés en classe, c'est sûr qu'ils peuvent venir s'énerver avec moi. Même chose, les filles, il y a une place pour elles aussi, autant dans le sport qu'à arrive au secondaire. Les filles, au plus large, tous les sports qu'ils ont fait avant, socialement, ça reste un problème auquel j'ai une possibilité d'impact. Moi, je vois deux défis à la profession. Un du côté, un qui est pour le milieu, puis l'autre qui est pour les nouveaux arrivants, les nouveaux enseignants. Le premier défi pour l'enseignant qui arrive, c'est d'arriver dans un bon milieu. Je vais prendre des expressions qu'on se dit, mais des fois, on est entouré de vieux. Moi, je suis un jeune enseignant. Quand je suis arrivé, j'étais avec des vieux. Il y avait 5 enseignants d'éducation physique, puis ça faisait minimalement 18 ans qu'ils travaillaient ensemble. Puis là, moi, j'arrivais avec mes nouvelles idées, sorti de l'université, puis allez, je vais me faire une place. Puis on m'a dit, hey, si j'étais toi, là, quand on trouve, regarde le train passé. C'est pas ce que j'ai fait. C'était bien mal de me connaître, de m'offrir ça. C'est ce qui a fait que peut-être que je suis allé vite dans certaines étapes. Ensuite, maintenant que j'ai acquis de l'expérience et que je me considère un enseignant d'expérience, je suis permanent depuis plusieurs années, j'accueille des stagiaires, je suis supervisé. Là, ce que je remarque, c'est que les nouveaux enseignants ne sont pas prêts à entrer sur le milieu. On a entendu soit c'est parce que la formation est pas prête, soit déjà dès la première année, je fais de la suppléance, puis là, j'arrive, puis finalement, c'est très difficile de faire ma période. Je me dis, aïe, c'est ça enseigner. Donc, on n'a pas d'accès à la relève. Et puis, une autre des choses comme tout ça, c'est que la jeunesse maintenant, donc de l'université, je finis mon bac, j'ai travaillé fort aux études, je veux voyager. Donc, on a plein de projets personnels qu'on veut faire avant d'entrer sur le marché du travail. Ça fait que c'est quand même un problème parce que nos jeunes ont besoin d'enseignants qualifiés, de gens qui sont prêts à aller travailler suite à la formation. Pour ce qui est du bien-être au travail, personnellement, c'est sûr que ça passe par le sentiment de compétence, puis on peut parler de peu importe quel travail. Je veux être bon dans ce que je fais. Ça peut me valoriser, ça peut avoir un effet sur la clientèle avec laquelle je travaille, mais on a besoin de ce sentiment de compétence-là. Je crois qu'une des entrées primordiales, c'est de se choisir. Je l'ai entendu un petit peu tantôt à travers les deux personnes, mais pour pouvoir bien travailler avec notre clientèle, il faut d'abord être bien dans ce qu'on fait. Et pour pouvoir devenir bien, il faut se choisir. Il y a différents moments pour se choisir, il y a différentes façons de se choisir. Je reviendrai un petit peu plus tard, encore une fois, selon mon opinion personnelle. Et ensuite, ça prend une harmonie avec notre clientèle. Ce qui fait que je suis bien au travail. Peu importe ce que j'ai pu vivre avec des collègues de travail, c'est que j'ai des ados formidables devant moi chaque jour. Et j'en fais une priorité que ces adolescents-là viennent dans mon cours, viennent à l'école, qu'ils côtoient des adultes qui sont importants pour eux, et pour moi, les élèves sont importants pour moi aussi. Donc, je pense qu'à l'école, c'est une priorité qu'on devrait avoir en tant qu'enseignant. Dans ce qu'on m'avait présenté un petit peu, donc, ce que je pouvais aborder, un petit peu les défis au quotidien, les stratégies pour surmonter les défis, puis en quoi la condition enseignante peut avoir un impact sur la santé des enseignants qui y travaillent. Donc, les défis au quotidien, un défi principal que je vis, c'est de répondre aux besoins de l'élève. Donc, on parlait d'élèves qui ont des difficultés d'apprentissage, on parlait d'élèves qui ont des difficultés d'adaptation. Les élèves arrivent avec différents types de troubles, puis c'est un petit peu difficile de répondre à son besoin parce qu'il y a plein de particularités. Le défi numéro
c'est le manque de ressources financières. Je veux pouvoir utiliser tel moyen d'action, je veux pouvoir utiliser un moyen audiovisuel, ben on n'a pas les sous. Après ça, il faut augmenter le nombre d'élèves dans une classe, même si ça ne fait pas trop, c'est la chimie, ça dérange, ben, il faut parce que financièrement, c'est ce qu'on a besoin. Dans mon école, les enseignants doivent avoir tel nombre de périodes, à peu près en moyenne. Donc là, on monte le nombre de périodes des enseignants, c'est une question sous. Donc tout ça font brime l'accès aux élèves pour que les enseignants puissent répondre à leurs besoins. Ensuite, ben, j'en ai parlé, on en a parlé, il y a la composition des groupes. Il y a de plus en plus d'élèves dans les classes, puis là, ben, on maximise les groupes. C'est ce qui fait que je ne peux pas répondre à tous et chacun d'une façon efficace. Et ce qui est une réalité avec laquelle j'ai travaillé dès le début, les parents. Et puis là, ben, je suis parent, des jumeaux qui sont à la maternelle, puis là, je suis le parent qui est très, très à jour dans ce que mes enfants peuvent vivre. Ils sont juste à la maternelle, on demande beaucoup de suivi. Puis là, ben, je vis la même chose dans ma profession. On vit avec des parents qui veulent prendre le pouvoir de ce qui peut se passer dans l'école. La seule chose, ce que je suis capable de faire, c'est comme sur la route, je suis un cycliste, un coureur et un conducteur aussi, j'ai plein de chapeaux, je suis capable de faire la part des choses. Mais je suis un enseignant parent. Les spécialistes de l'éducation, c'est à l'école, c'est pas le parent, c'est l'enseignant. Donc on va quand même se permettre de laisser cette place-là aux enseignants pour qu'on puisse être valorisé dans le monde. Un autre défi, c'est les relations de travail. Donc, premièrement, il faut arriver dans le bon milieu. Quand j'arrive à une assemblée de placement, il y a cette école-là, cette école-là, cette école-là, cette école-là, il y a cette tâche-là, qu'est-ce que je choisis? Puis je peux arriver dans un milieu où la dynamique, elle est youpi, ou je peux arriver dans un milieu où la dynamique, elle est désagréable. Donc, il faut, c'est une des choses que les jeunes enseignants disent, des fois même en stage, j'arrive dans les stagiaires arrêtent et ils disent hey, les enseignants, ils ne s'entendaient pas, ils ne se parlaient pas, ça avait l'air. Puis là, tout d'un coup, ça enlève le goût d'avoir accès à la profession, juste dans les expériences de stage que j'ai vécues avant. Ensuite, avoir accès à du matériel, ça j'en ai parlé un petit peu plus tôt, qui est un défi à cause des sous. C'est possible, des fois, il faut être capable de contourner, mais le matériel en éducation est en décrépitude, alors qu'il y a d'autres endroits où le matériel est très, très vaste, tout dépendant où on enseigne. Quelle stratégie on peut adopter maintenant pour surmonter certains de ces défis-là? Ben, la stratégie principale que j'utilise, c'est d'enseigner, de maintenir et de m'assurer de maintenir des relations sociales saines. C'est à peu près ma spécialité dans les milieux partout où je vais, la qualité de mes relations avec mes collègues, mais surtout avec les élèves, la qualité des relations des élèves entre eux. Oui, je suis un enseignant d'éducation physique, oui, on a un contenu à transmettre, mais j'ai une matière où il y a tellement de toucher, il y a tellement de confrontation, de la compétition, qu'on doit d'abord passer par une qualité de relation. Et tout ça, ben, on est capable après ça de faire des liens tout au long du parcours secondaire. Ensuite, prendre des pauses. Si ça devient difficile, si on a une surcharge, si on ne sait plus trop où aller, ben, c'est important de pouvoir prendre un petit peu de recul pour faire un constat et pouvoir peut-être mieux se réorienter par la suite. C'est important d'en parler. Dans les deux présentations, on parlait des fois des tests psychologiques. Ben, des fois, je suis prêt avec un problème. C'est tabou. Je ne peux pas dire que je suis épuisé. Je ne peux pas dire que j'en ai assez. Je suis supposé faire. Donc, c'est important de pouvoir en parler. Il faut aussi prendre sa part de personnalité, sa part de responsabilité, pardon. Et c'est quelque chose que j'ai fait dans les dernières années. Où à un moment donné, je suis arrivé à un endroit où mon milieu de travail était toxique. Ben, j'en ai parlé. J'ai pris une pause pour me recentrer. Je me suis questionné beaucoup. Mais après ça, il y avait aussi qu'est-ce que moi je contrôle. Donc, c'est de reprendre un petit peu le contrôle de ce qu'on est capable. Puis, il y a des choses, on n'a pas tout ce qui a été présenté, ce que les syndicats revendiquent. C'est vrai. Moi, en tant qu'enseignant, je n'ai pas personnellement un contrôle immédiat là-dessus. Donc, je peux essayer de participer, je peux essayer de rassembler. Mais il y a des choses au quotidien sur lesquelles je peux avoir beaucoup plus d'impact. Je vais pouvoir les connaître. Et mon dernier point, c'est de prendre action. J'ai beaucoup aimé la cohérence des valeurs donc la cohérence de mes valeurs avec le milieu. Mais la mienne, c'est la qualité des interactions
Et j'ai des façons de faire qui sont particulières et qui deviennent reconnues vite dans le milieu où je suis, mais ça fonctionne. Et même si c'était en conflit avec ce qu'une direction peut penser, ce qu'un autre collègue peut penser, la manière dont je traite un élève, un collègue n'est pas d'accord avec ça, ben moi je décide de garder ça. Chez nous, c'est très positif, je ne donne pas de punition, je ne donne pas de revenu, je ne donne pas de coquille. Je répète, je suis patient, mais surtout je propose le comportement que je crois que l'élève doit avoir. Je propose une façon de régler un conflit et on est patient jusqu'à ce que ce soit acquis. Ça s'est démontré beaucoup plus efficace tout au long de l'année scolaire plutôt que de marteler sur donner une conséquence ou essayer de gérer un conflit ou c'est moi qui décide tout, puis après ça, ben, on n'est pas bien là-dedans. La condition enseignante, le milieu de travail, donc, on demandait l'impact que ça peut avoir sur ceux qui enseignent, ben, ça peut devenir toxique. Je peux simplement parler un petit peu par expérience où moi je suis sorti très pimpant à l'université, j'avais une offre de travail dans un collège privé, puis j'ai choisi non, je vais tenter ma chance au public, simplement parce que j'avais envie d'avoir ce défi-là. J'avais la chance de coacher au basketball depuis coacher pendant plus de 15 ans. Puis j'étais dans un milieu ultra défavorisé où j'étais entraîneur de basketball. C'était à l'école secondaire de Lance, qui a un programme d'intervention psychosociale par le sport. Donc, les travailleurs sociaux ont pris possession du basketball à l'école et j'avais commencé à entraîner là. Donc j'ai été chanceux, j'ai abouti dans cette école-là mon premier contrat en éducation physique. J'étais impliqué dans la concentration au basketball aussi, puis j'ai eu accès à plusieurs dizaines de formations sur l'intervention psychosociale. Donc l'intervention de groupe, comment on bâtit un groupe, comment les gens entre eux interagissent, comment les jeunes interagissent, puis comment on peut prendre le jeune. Une chose qui m'a marqué beaucoup, ben, on ne mettait jamais le jeune dehors s'il n'y avait pas les bonnes notes. Déjà, c'est un conflit avec le milieu scolaire de cette école-là. Ben, s'il n'y a pas les notes, il ne devrait pas pour jouer au basket. Ouais, mais si le jeune n'est pas dans le gymnase avec nous, je ne peux pas intervenir dessus. Donc ça l'a remarqué beaucoup par la suite, la façon dont on enseigne. Je ne sors pas l'élève de classe. S'il n'est pas là, je ne peux pas travailler avec lui. Donc je le garde avec moi. L'élève, je n'ai pas besoin de le changer. J'ai besoin qu'il prenne conscience de comment il est, puis toutes les particularités qu'il a maintenant, comment ça peut fonctionner avec moi. Plutôt de dire, ben, ça, j'accepte pas ça, tu dois changer ça, ben, il n'est peut-être pas comme ça, il n'est peut-être pas prêt à changer. Donc les changements viennent, mais d'une autre façon. Je me suis perdu un petit peu dans mon idée, j'étais parti ailleurs, mais donc, je suis sorti de l'université, je suis allé au public, j'étais plein d'énergie, j'ai abouti dans un milieu, on me dit, regarde le train passé, je suis pas d'accord, puis je suis en conflit toujours avec les façons dont je veux travailler, la façon dont je vois l'enseignement, la façon dont je vois l'enseignement de l'éducation physique, puis un certain type de milieu. Et tout allait bien. Je persévérais, j'avais de l'énergie, j'ai été super chanceux, j'ai eu mes enfants, puis là, tout d'un coup, la priorité devient les enfants, ma conjointe aussi. Mais c'est facile de rentrer le soir et de dire, ben, j'ai une dure journée, mais je mets les pieds dans la maison, puis ben, ma priorité, ça reste ma blonde, la famille que je suis en train de construire. Ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Il y en a pour qui ça devient difficile à la maison, donc je rentre à la maison, puis là, tout d'un coup, c'est pas à mon lieu. Ce qui m'est arrivé récemment, où à un moment donné, le milieu était toxique, j'avais plus cette force, cette énergie-là de rentrer à la maison, puis d'être le bon papa présent, puis d'être le conjoint aimant, puis là, tout d'un coup, je devenais perdu, puis je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais? Ben, si le travail nuit à ma famille, lâche le travail. Je le dis d'une façon un petit peu vulgaire, je n'ai pas lâché le travail, mais je suis allé chercher les moyens pour prendre une pause, pour prendre un recul, je suis allé chercher de l'aide, puis d'essayer de me dire, parfait, qu'est-ce qui fait que je peux continuer à miser sur ce qui est important dans ma vie, c'est-à-dire ma famille, ma conjointe, mes amis. Le travail était pas du tout une priorité là-dedans. J'adore travailler, mais si je ne peux pas avoir les conditions qu'il faut pour être heureux dans le reste de ma vie, ben, il faut que je trouve c'est bon. J'ai songé à démissionner de la commission scolaire, même si je suis permanent. J'ai songé à aller au public. J'étais engagé dans une école primaire privée. J'aurais pu avoir tout ce que je voulais. J'ai songé à retourner aux études pour faire complètement autre chose parce que j'ai plein de projets. Puis finalement, je me suis dit, bon, on va donner une dernière chance. Donc, on a la chance, en tant qu'enseignant, d'avoir quand même, merci à nos syndicats pour ça, mais on a accès à des changements possibles. Donc, j'ai pu utiliser ce qu'on appelle un désistement. Donc, j'ai décidé de refuser la tâche qui m'était proposée pour l'année scolaire à venir.
Et quand on fait ça, ben, on est envoyé dans un bassin de placement pour l'année d'après. Donc, dans des écoles, ils créent des nouveaux postes. Il y a des enseignants qui se désistent ailleurs aussi. Là. Il y a une nouvelle liste d'écoles qui apparaît. Puis nous, on peut choisir. Puis j'ai été chanceux, je suis tombé dans l'école où je suis actuellement. Que je ne connaissais pas tant que ça. Je ne connaissais pas le personnel enseignant. J'ai pris la place d'une enseignante qui a décidé de se désister elle-même parce qu'elle n'était pas bien. Et puis moi, je suis arrivé là, puis là, ben, tout d'un coup, ça recommence à aller bien. J'arrive encore avec des vieux là, ils sont plus 5 vieux profs, mais 4. Mais ça fait un petit peu moins longtemps, ça fait à peu près 14 ans qu'ils sont ensemble. Mais en même temps, ben, c'est une école, il y a beaucoup de roulements, puis on est quelques jeunes profs qui arrivent. Et ce qui est un vent de fraîcheur, le discours que j'ai, ben là, il est valorisé par les collègues. Ah, j'avais pas vu ça comme ça. Ah, là, tout d'un coup, autant les élèves, il y avait des conflits au fil des années avec les élèves et les enseignants. Puis là, tout d'un coup, les façons que j'apporte, ça fonctionne. Comment ça, j'ai aucun conflit avec les élèves, même les élèves, les relations de corridor que j'ai, les élèves à qui j'enseigne pas, mais pourtant c'est tombé harmonieux. Ben, tout est dans la façon dont je m'adresse à eux. Et je reviens à ce que je disais un petit peu plus tôt, mon cheval de bataille est de maintenir des relations sociales saines, autant avec les collègues, mais surtout avec les élèves, parce que c'est la clé. On a vu qu'un élève heureux est un élève qui peut apprendre plus facilement, qui peut se rendre un petit peu plus loin, mais c'est ce que je dis aux élèves. Objectif numéro 1 de mon cours, c'est peut-être pas le cas, mais j'aimerais ça que ce soit mon cours préféré dans la semaine. Si c'est pas le cas, ben, je veux que vous arriviez en ayant hâte de venir. T'aimes pas le sport? Ben, t'as hâte de voir ton prof. T'aimes le sport? Ben, t'as hâte de faire du sport et de voir ton prof. Le stress aussi, ben, j'ai hâte de faire ces activités-là parce que mon enseignant, il est préparé, il propose des activités différentes. On n'est pas dans le même carcan de toujours faire du basketball, du volleyball. Ben non, on a du ultimate frisbee, on a du spikeball, on va à l'arène. Donc, il y a plein de façons de modifier leur quotidien à eux aussi pour proposer des choses différentes. Donc, je laisse un petit peu avec deux aspects, deux images qu'au fil des années, j'ai prises et que j'aime bien dire. Quand on parle d'un enseignant qui n'aime pas sa situation ou qui vit des choses difficiles, je prendrais l'image du baluchon. Donc, on traîne chacun un baluchon, on a chacun des choses dedans. Puis, souvent, j'ai besoin de déverser mon baluchon. Ça ne va pas, je vais aller en parler, puis je vais aller voir une collègue de travail, puis je veux vider mon baluchon. Cette collègue de travail-là traîne son baluchon aussi. Je pense que c'est important de savoir à qui je peux déverser mon baluchon. Puis là, si finalement je le déverse, puis elle a le sien, puis elle me reverse le sien, puis là, on se verse mon baluchon, mais là, on part chacun avec un baluchon encore plus lourd que celui que j'avais, qui était déjà lourd à porter. Puis ça, c'est pas juste en enseignement, c'est pas mal partout. Donc, de choisir un peu ce que je peux dire et à qui je peux le dire. Et autre chose aussi, quand on parlait de gestion de classe, puis c'est un gros défi, là, on arrive en ce moment, on est au mois de mars, puis là, il faut préparer le sprint de fin d'année, il faut revenir sur des choses qu'on dit. Non, les élèves sont supposés savoir ça depuis le début de l'année, c'est les règlements, les secondaires 4, les secondaires 5, ils connaissent ça, ça fait 4 ans qu'ils suivent ça. Une autre belle image qui vient de mon directeur, je ne le prends pas pour moi, mais je le dis pas mal à tout le monde. On va prendre l'image de j'arrive au chalet vendredi soir, j'ai un foyer, il fait frais. Deux stratégies. La première, je prends mes 40 bûches, je les mets dans le feu. Le vendredi soir, est-ce qu'il va faire encore chaud dimanche? Non. Je fais super chaud vendredi soir, je vais faire mon blé, je vais être bien, mais il ne me restera plus de bûches après, puis mon feu va s'éteindre. Alors, avec un feu, il faut l'alimenter avec des bûches graduellement et constamment. Mais c'est un peu la même chose avec les élèves aussi. Il faut répéter de rajouter des bûches pour garder le feu actif tout au long. Donc, cette image-là peut s'utiliser quand on parle des règlements, quand on peut parler de leur bien-être. Les élèves, j'avais des bonnes relations avec eux au début de l'année. Ça se détériore, ben, est-ce que j'ai continué d'alimenter mon feu? Mes collègues de travail, ça allait bien quand je les rencontrais, puis là, tout d'un coup, on n'a plus rien à dire. Est-ce que je continue d'alimenter mon feu? Donc, on peut rajouter des bûches. Donc, deux images avec lesquelles je voulais terminer avec. Donc, ma présentation, je sais qu'elle était totalement différente des deux, elle était peut-être même un petit peu rapide. Je suis bien bon dans la science de la question. Si vous êtes curieux, mais j'espère d'avoir présenté un enseignant qui est content d'avoir son métier. Je crois beaucoup en la profession de l'enseignement. Et une des choses que je fais qui m'a permis de reprendre goût, c'est de m'impliquer dans la profession.
superviseur de stage pour pouvoir transmettre ce que je pense est ce positif, une image positive aux futurs stagiaires. J'accueille des stagiaires aussi pour pouvoir essayer de montrer la façon qui fonctionne avec moi aux stagiaires qui viennent, et pouvoir offrir un milieu sain à ces stagiaires-là. Puis, oui, je continue de suivre beaucoup de formations. Je pense que c'est important. J'y vais par intérêt. Oui, on a besoin d'avoir accès à plus de formations, mais moi, je sors du cadre des proposés pour être sûr d'avoir accès à ce qui m'intéresse. Donc, voilà. Merci beaucoup. Donc, on arrive à la période de questions et de discussions tant attendues. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut se lancer, vous avez des questionnements par rapport à votre présentation, ça peut être des questions à un intervenant ou à deux personnes également en perception. Madame Casavant, allez-y. On a beaucoup parlé, on a entendu parler de la qualité des moi, j'ai été directrice d'établissement pendant 30 ans, et toujours je me disais, le plus important quand tu pars le matin, c'est arrive à l'école souriant. Souriant pour les profs, souriant pour le personnel de soutien, souriant pour les élèves. J'étais contente de voir qu'on accordait de l'importance. À mon avis, c'est la porte d'entrée, c'est le secret, c'est autour de ça qu'on est capable de construire quelque chose de positif qui va faire que les jeunes ont le goût d'être là, ont le goût d'apprendre, ont le goût de communiquer avec les autres. Je pense que c'est très précis. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez réagir? C'est vrai, mais c'est aussi, si je peux me permettre, on fait face à une nouvelle problématique. On peut parler de l'individualisme dans la société, on parle des téléphones cellulaires, les écouteurs, et dans nos milieux, on a une lutte contre ça en ce moment. On doit lutter contre les téléphones cellulaires, puis là, c'est rendu normal et c'est supposé être normal. Puis le jeune se promène dans le corridor, puis comme ça. Et là, on est à côté, puis on veut lui dire bonjour, mais là, il faut réinstaurer un règlement, puis justifier pourquoi on fait ça. Pas de téléphone, pas d'écouteur, mais pourquoi? Parce que je veux saluer. je veux augmenter la qualité de nos relations. Puis là, on se fait dire par les élections, hey, les enseignants, vous juste un bonjour à vos collègues. Mais ça n'a pas de sens. On doit se faire dire ça, qu'on doit se rappeler de saluer et de sourire. J'ajouterais que c'est vrai qu'il y a une façon de prendre les choses, puis que personnellement, tu peux travailler sur toi pour faire en sorte d'être mieux, puis d'être dans un état de bien-être plus grand quand tu es au travail. En même temps, moi, je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans le piège de dire aux enseignants, tout ça, ça ne dépend que de toi. Puis d'amener des stratégies de défense individuelles, alors qu'ils ont un goût qui relève de l'organisation du travail, puis qui ne peut pas se régler juste en disant à la personne, ben, sois plus forte, va te chercher des ressources personnelles. À un moment donné, il y a quand même des conditions qui sont minimales à mettre en place pour que la personne soit capable d'évoluer et de donner le meilleur d'elle-même ou de lui-même pour les élèves. Madame Goyette, oui. Je pense que dans mes propos, je l'ai fait transpirer ça, ce que vous dites. Ça peut paraître genre, ben, c'est juste à responsabilité des enseignants, de bien-être, et c'est pas là mes propos du tout. Je pense qu'il y a une partie qui appartient à l'individu, puis il y a une partie qui appartient au milieu. Tantôt, quand j'écoutais, ce que vous présentiez, vous disiez, ben, les conditions, c'est vrai qu'elles ne sont pas faciles. Puis les enseignants en ont ras-le-bol. Puis moi, j'ai moi-même été enseignante pendant 12 ans au secondaire, donc j'ai été à même de constater cette complexité-là. Donc, mais d'un autre côté, on dirait que l'environnement et la culture de travail est à changer aussi. Dans le sens que oui, l'individu, c'est pas le seul responsable de tout ce qui lui arrive. Puis comme je dis tantôt, il y a des choses qui sont impondérables qui vont arriver dans le milieu du travail. Puis l'enseignant, même s'il décide d'essayer de cultiver son bien-être et tout ça, oui, il va avoir des contre-chocs, oui, ça va être difficile, oui, bon, ça, je suis très d'accord. Mais je crois aussi que quand on parle de conditions enseignantes, et peut-être que là, je vais peut-être lancer une discussion, il y a une culture à changer chez les enseignants eux-mêmes. C'est pas normal
que les enseignants d'expérience demandent des classes les moins difficiles et laissent ces classes-là à des enseignants débutants. J'entendais tantôt l'enseignant, monsieur, je n'ai pas vos prénoms, là, je ne vois pas, mais monsieur l'enseignant qui disait, tu sais, c'est difficile quand on arrive, les jeunes, il faut en prendre soin. Mais justement, dans la culture enseignante elle-même, il faut prendre soin du niveau. Je travaille présentement avec dans ma jeune recherche, avec des étudiantes qui sont devenues enseignantes, qui sont dans leurs premières expériences en enseignement. Et ce qu'elles racontent, c'est que souvent, elles n'ont pas le soutien des collègues. Puis c'est très difficile pour elles parce que, bon, ils ont terminé leur formation, mais ils ont besoin d'un entourage et de relations positives avec leurs collègues parce que c'est ça difficile. D'un autre côté, on ne peut pas tout mettre la part de responsabilité aux enseignants parce qu'il y en a qui évoluent depuis plusieurs années dans des contextes vraiment très difficiles, très malaisants, et qu'à un moment donné, ils font le choix de dire, moi, je veux survivre, puis pour survivre, je vais essayer d'arranger mes affaires pour que mes conditions à moi soient les meilleures. Parce que j'ai une expérience, parce que je dois choisir, parce que j'ai la permanence. Mais d'un autre côté, on ne pense pas en filigrane à ces niveaux-là qui, eux, n'ont pas nécessairement toute l'expérience qu'il se trouve parce qu'ils remplacent dans le fond les enseignants qui s'en vont en dépression. Donc, ça veut dire que la classe va être très difficile. Donc, on s'entend qu'au niveau de la culture professionnelle, il n'y a pas un support adéquat pour nos niveaux. D'un autre côté, il n'y a pas un support adéquat pour les enseignants d'expérience qui n'en peuvent plus de cette réalité-là. Donc, moi, quand je parle de bien-être en enseignement, je dis qu'il y a une partie qui a un rapport avec l'individu lui-même, qui prenne conscience qu'il a son rôle à jouer là-dedans. Mais d'un autre côté, il y a aussi une partie qui appartient à l'environnement de travail. Puis, peut-être changer la mentalité, changer la culture aussi, être bienveillant envers soi, mais envers les autres. Et ça, je crois qu'il faut commencer à travailler là-dessus pour réussir justement au bout de la ligne à tous ressentir du bien-être dans ce domaine d'éducation-là. Mais le travail se fait à multiples niveaux. La dame du syndicat a vraiment bien expliqué la condition, là, puis j'adhère à tous ces propos là, concernant les luttes, puis aussi le pouvoir concernant les instances politiques qui n'écoutent pas souvent le besoin, qui n'écoutent pas l'opinion des enseignants, qui sont les premiers à avoir l'expérience, puis à savoir de quoi ils parlent. Donc, je vous lance là-dessus, là, tantôt je peux parler pendant 10 minutes, puis, je suis en feu. Non, mais c'est ça. Donc, je veux juste, dans le fond, spécifier que je travaille sur le bien-être en enseignement, mais je ne crois pas que c'est juste la responsabilité de l'individu. C'est vraiment que ça soit clair. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Quelqu'un voulait... Oui, Gabriel? J'aurais peut-être une question. En fait, qu'est-ce que vous pensez de l'autonomie des enseignants dans leur milieu? L'importance de l'autonomie des enseignants dans leur milieu. Je me rappelle avec ce matin avec M. Tardif, on parlait que la majorité, le programme de formation n'est pas décidé par les enseignants eux-mêmes, il est décidé par le système politique. Les conditions de travail sont pas totalement régies par les enseignants, mais oui, avec l'aide des syndicats, ils sont capables d'aller chercher des conditions de travail, mais ça reste difficile face au gouvernement. Puis de plus en plus, les parents s'incrustent tellement à l'école que certains enseignants ont l'air de dire qu'ils perdent d'une certaine façon le contrôle dans leur classe et dans leur système. Puis je me demande, on voyait sur une partie du bien-être l'importance de l'autonomie puis du sentiment de compétence. Puis je me demande à quel point ça vient changer à l'école ce sentiment d'autonomie-là. C'était pour une question. C'est une question très ouverte, tout le monde peut répondre. Est-ce que votre question s'adresse à Mme Goyette particulièrement? En fait, à tous les trois, parce que chacun vous avez une vision différente qui s'ajoute une à l'autre, mais c'est ça, je me demandais principalement par rapport à ça, le sentiment d'autonomie des enseignants, à quel point c'est important ou non dans le milieu. De mon côté,
les enseignants aspirent à plus d'autonomie au regard de certains éléments de leur travail, notamment le choix de leur pratique pédagogique, de leur méthode, de leurs approches, la façon dont ils évaluent les élèves. Ils dénoncent beaucoup, quand je parlais de la gestion axée sur les résultats, on observe que des enseignants se font mettre de la pression pour que les élèves aient les meilleurs résultats. Alors là, on va leur donner de la formation en lien avec certains résultats de recherche qui semblent démontrer que ça donne des bons effets sur la réussite des élèves. En même temps, on oublie, c'est correct là, c'est correct que les enseignants soient mis au courant des plus récentes recherches, qu'on les informe de ça, qu'ils aient le temps de se les approprier. Mais nous, ce qu'on dit, c'est à l'enseignant, dans le contexte de sa classe en prof, à qui il revient de choisir la méthode qui va lui sembler la plus appropriée dans le contexte de son groupe de classe pour amener ses élèves vers la réussite. Et trop souvent, on va imposer la pratique parce qu'on va dire, es-tu sûr que ta méthode, c'est la bonne? Parce que peut-être que si tu utilisais une donnée probante, là, telle recherche, les résultats seraient meilleurs. Alors, on met beaucoup de pression sur les enseignants pour standardiser les pratiques, pour standardiser les instruments d'évaluation. On ne fait pas beaucoup confiance à l'expertise du prof dans le choix de ses approches. Et ça, c'est dénoncé et c'est réclamé beaucoup par les profs. Leur jugement professionnel aussi en termes de passage. Souvent, on va arriver, le prof a mis un élève en échec, là, il va devoir passer une séance de justification. Là, puis est-ce que tu peux me démontrer que ton jugement est vraiment basé sur des données précises? Est-ce que tu peux me prouver que cet élève-là, vraiment, il a échoué? Les enseignants font face à des contestations de notes des parents. Alors, on va demander, mais là, 58, peut-être que 60. Alors, ça tue les enseignants, ça leur fait mal, puis ils réclament de l'autonomie dans ce cadre-là. En même temps, pas une autonomie, là, nous, on ne défend pas une autonomie tout azimut, je fais ce que je veux dans ma classe comme je veux, n'importe quand, parlez-moi pas, donnez-moi pas de conseils, c'est pas ça. C'est informez-moi, mettez-moi dans des situations d'avoir accès aux plus récentes recherches, à ce qui se fait de bien, à ce qui donne des résultats chez les élèves, puis ensuite, laissez-moi la latitude comme professionnel qui a de l'expérience terrain, qui connaît ses élèves, d'adopter la pratique la plus appropriée pour les amener dans la réussite. Et l'autonomie, je pense, serait une source de satisfaction importante pour les profs. Je pense que Mme Goyette veut réagir. Oui? Je suis entièrement d'accord avec vous, madame, par rapport à ça. Il faut faire attention là, aux données probantes et tout ça. Je pense qu'on dialogue beaucoup. Là, c'est devenu un peu une mode. Aussi, les trains puis que l'autonomie des enseignants en souffre beaucoup. Parce que, en fait, moi, ce que je rêve, c'est une formation initiale qui va vraiment capitaliser sur l'autonomie des enseignants. Puis, quand vous dites, il faut s'appuyer sur des recherches, parce que de plus en plus, les enseignants vont se justifier de leurs actes pédagogiques ou de leur évaluation. Puis ça, c'est parce que je pense que le professeur Tardif va en avoir parlé peut-être du néolibéralisme dans l'éducation, puis tout le mal que ça peut faire, parce qu'une école, c'est pas une entreprise, on s'entend, mais que l'idéologie néolibérale, elle est vraiment en éducation à cause justement de l'imputabilité des résultats et tout ça, quand l'école devrait être là pour faire apprendre et former les citoyens de demain. Donc, on n'est pas dans une logique managériale, mais dans une logique où on forme nos futurs citoyens. Donc, par rapport à l'autonomie des enseignants, c'est hyper important que les enseignants, oui, s'appuient sur ce qui se passe en recherche. Là. Bon, on s'entend parce que c'est eux les professionnels, qu'ils soient capables de justifier l'évaluation qu'ils font des élèves. Mais d'un autre côté, imposer aux enseignants certaines pratiques pédagogiques, parce qu'on voit ça dans les écoles, c'est quand même assez, moi je trouve ça un peu outrant, puis qu'on les oblige à prendre tel moyen d'évaluation, et tout ça. On est vraiment dans une logique libérale où c'est le résultat qui prime. Puis des fois, au détriment des enseignants qui, eux, sont des professionnels. Donc, je pense que vous avez entièrement raison là-dessus. Oui. On avait aussi un commentaire de M. Brazo-Bilto. Oui, vous parlez aussi pour les parents qui s'incluent. Oui, les réalités changent beaucoup. Puis l'autonomie reste être capable de faire une tâche par soi-même, un travail par soi-même. Les enfants sont autonomes à la toilette. Un enseignant est capable de transmettre un contenu et d'évaluer ses élèves par lui-même et de gérer. Puis pourquoi nous, on se dit qu'on devrait être capable d'être autonome professionnellement?
gouvernement nous a octroyé un permis d'enseigner, on a suivi une formation, et on s'attend à ce que ce soit reconnu. On est des experts de la matière qu'on a à transmettre. Donc, le mot autonomie, il emmène large chez les enseignants, et avec raison. Puis, c'est à défendre, à continuer de défendre. Oui, Madame Gué. Ah, c'est chiant. Problème technique. Excusez-moi, mais je ne vois pas les gens, hein, fait que je vois juste comme une salle avec des chaises vertes. Je suis désolée si je coupe la parole, c'est vraiment pas ça, moi. Ok, d'accord. Donc, pour l'autonomie, c'est vrai que c'est un terme qui peut être assez général, qu'on peut l'utiliser à tous les sauces, mais l'autonomie professionnelle des enseignants, à mon sens, à moi, c'est pas seulement être capable d'enseigner sa matière, de l'évaluer, c'est aussi être capable de réfléchir comme un professionnel de l'enseignement et de l'apprentissage et de prendre des décisions qu'il faut pour le bien-être des élèves. Donc, c'est plus que ça pour moi. Donc, c'est pour ça que d'une certaine façon, oui, il faut que les enseignants se justifient, qui appuient leur raisonnement ou leur décision sur des choses qui sont issues de d'autres choses que les croyances pédagogiques, qui sont les gens qu'on forme pour être critiques et être capables de décider de prendre les décisions qu'il se doit pour l'élève. Le problème qu'on a présentement, surtout envers les parents, c'est que les parents ne font pas confiance aux décisions des enseignants parce qu'ils se croient peut-être plus compétents qu'eux pour enseigner à leurs enfants. Et ça, c'est vraiment un problème parce que si on compare avec d'autres professions, je vois bien mal quelqu'un qui va s'asseoir dans le bureau du médecin pour contester sa décision de prescrire tel ou tel médicament. Mais en enseignement, on a toujours des gérants d'estrade, excusez-moi l'expression populaire, qui vont comme s'imposer pour dire ben non, toi, là, mon enfant, moi, je sais ce qu'il a besoin, c'est ça que je veux. Oui, mais as-tu un baccalauréat de 4 ans derrière la cravate? As-tu mon expérience? As-tu les lectures que j'ai faites la fin de semaine? Parce que moi, j'ai bien ton enfant en tête. Donc, c'est aussi là que le débat va. Puis c'est moi, l'autonomie professionnelle, puis ça, j'enseigne ça à mes étudiantes, parce que je suis en enseignement préscolaire primaire, puis des garçons, j'en veux tellement, mais il y en a tellement peu. Il faut se valoriser soi-même, c'est dire, moi, je suis capable de prendre les décisions qui se doivent pour mes élèves. Pareil, comme un médecin va prendre les décisions qui se doivent pour ses patients, ou que l'avocat va prendre les décisions qu'il faut pour ses clients. Donc, il faut arrêter de penser qu'on est seulement des gardiens d'enfants ou des gens qui vont évaluer selon le goût du jour ou que le gouvernement décide d'imposer certaines façons de faire. Quand nous, on sait que ça n'a pas de cohérence avec notre pédagogie, vous comprenez, je pense que c'est un problème profond qu'on a. Puis la valorisation, c'est décortiquer ça, puis dire non, nous, on est notre créateur, puis on est des professionnels, puis les syndicats travaillent beaucoup dans ce sens-là, je trouve, ces dernières années. Merci. Après, ça répond bien à ton questionnement. Donc, nous avons une autre question ici. Mais ma question, c'est peut-être un peu général, mais c'est quoi, disons, le catalysme ou le premier tournant qui fera le plus grand effet à prendre la bonne direction? Est-ce que c'est peut-être une valorisation à travers les profs d'accord, qui se sentent plus valorisés, qui sont plus résilients sur le plan psychologique personnel? Est-ce que c'est plutôt plus d'action syndicale pour lutter contre plus de tâches sur la charge des profs? Est-ce que c'est plus d'argent, tout simplement? Est-ce que c'est moins de population? C'est quoi le truc qui peut pousser vraiment la fin? C'est quoi la première étape qui fera le plus d'argent? Je peux commencer. On est en consultation actuellement pour la prochaine négociation. C'est clair que pour les profs, ce qui ressort en premier, c'est la lourdeur et la complexité de la tâche. Ce qui leur ferait le plus grand bien actuellement, la première priorité, c'est d'alléger leur charge de travail, de leur redonner du temps et du pouvoir sur leur tâche. C'est tantôt quand on disait développer une culture de bienveillance, avoir des saines relations avec les collègues, tout ça, ça prend du temps. Être capable de parler avec un élève, de régler un conflit au retour d'une récréation, être capable de monter un projet avec une équipe de collègues, de faire des choses ensemble, de planifier une activité pour les élèves, ça prend du temps. Et cet espace-là, actuellement, dans la grille horaire, dans la tâche, il est de plus en plus restreint, de plus en plus rétréci, voire quasi nul. Et ça, les enseignants ont besoin de retrouver du temps pour
pour se parler, pour échanger entre eux. Tantôt, je veux juste faire une petite aparté parce que quand vous avez parlé de la difficulté pour les jeunes profs d'arriver dans le milieu avec des classes plus difficiles, vous savez, le partage des fonctions, des responsabilités dans un établissement, ça relève des conventions collectives locales. C'est pas quelque chose qui est décidé au niveau national par le gouvernement et des syndicats nationaux. C'est quelque chose qui est local et qui est spécifique à chacune des commissions scolaires. Je vais vous donner l'exemple de la commission scolaire des enseignants dont j'étais la présidente jusqu'à l'année dernière en bas. Alors, chez nous, dans notre convention collective locale, le partage des fonctions et responsabilités devait respecter un principe d'équité. Donc, si à un moment donné, il y avait une cohorte extrêmement difficile, par exemple, qui arrivait en première année, ben, les enseignants ne pouvaient pas laisser toujours cette cohorte-là à l'enseignant précaire ou au plus jeune de l'école. À un moment donné, le jeune enseignant pouvait lever la main et dire, ben moi, là, j'ai déjà donné, là, ou ça fait déjà 2 ans que j'ai une classe multiprogramme, ben, c'est puis à mon tour, ben, la direction d'école avait le devoir de, comme on dit, partager une valeur. Là, puis les enseignants étaient affectés sur ces tâches plus difficiles-là à tour de rôle. Et on avait même réussi, en Assemblée générale, avec les enseignants, à mettre une clause protocole pour les précaires, c'est-à-dire que quand les enseignants du secondaire, par exemple, se partageaient les tâches, ils devaient tenir compte dans les résidus qui restaient pour les précaires au mois d'août de la charge de travail qui était là-dedans, puis ça devait être équitable. On ne devait pas, dans le fond, se ramasser avec les enseignants qui enseignaient tous le même niveau, avec une seule préparation, puis le jeune précaire, lui, qui arrive, puis il y a 3-4 matières. Il va avoir une forme d'équité aussi dans le partage des tâches. Alors, c'est quelque chose qui est possible de faire, mais ça demande de discuter avec les enseignants, ça demande des échanges intergénérationnels, ça demande que les plus vieux tiennent compte des plus jeunes, puis que les plus jeunes tiennent compte des plus vieux, puis que les gens se parlent entre eux. Mais c'est possible de le faire, c'est pas figé dans le ciment, c'est pas les règles d'ancienneté qui font ça, ça dépend des clauses locales, puis des clauses locales, ça peut se modifier. Je vais donner la parole à M. Brazo-Béliveau et par la suite, Mme Goyette, vous pourrez aussi compléter. Vous demandiez quelle allait être le temps Ah, c'était pas de la négociation que vous alliez. C'est une négociation locale dans nos milieux, entre la commission scolaire et le syndicat. Vous demandez qu'est-ce qui doit changer. Là, je parlerai d'un point de vue personnel, mais on a fait le parallèle sur le parallèle du soin infusé, le parallèle du médecin. On a besoin du médecin, c'est lui qui prend soin de ma santé, qui va me. On a besoin de tous et chacun dans une société. On a chacun un rôle. On a besoin des policiers, des agents de paix. Quand il me donne une contravention, puis je suis pas d'accord avec lui, je vais donc critiquer, mais quand il va sécuriser mon quartier, puis mes enfants vont être dans un bon milieu, je vais donc être content. Les enseignants, c'est un petit peu la même chose. On veut que les enseignants soient là dans le milieu parce que par la loi, on doit envoyer les enfants à l'école, puis on veut que nos enfants soient dans des bons milieux. Mais après ça, on fait plus confiance aux enseignants en tant qu'experts d'être les bonnes personnes pour prendre soin de nos enfants pendant la journée. Ce qui est le plus dur à faire, je crois, c'est de changer la perception d'un enseignant dans la société, autant vu par les élèves, puis vu par les parents aussi. Si ça pouvait changer, bien déjà, là, on aurait un petit peu plus d'appui lors de négociations, on aurait un petit peu plus d'appui dans notre milieu de la part des parents, on aurait probablement plus de ressources financières parce que la société, on déciderait d'accorder un petit peu plus d'importance à la profession enseignante. Tant qu'on regarde ça, ben, les enfants vont au service de garde, après ça, c'est la maternelle, les taux primaires, tout le secondaire, puis là, il y a des enseignants au cégep, il y a l'université, puis pourtant, ce sont que les enseignants qui côtoient les enfants à longueur de journée, et si on regarde le nombre d'heures, ben, les enseignants de mes enfants passent plus de temps avec eux dans une journée que moi. Donc, on s'attend à ce que la qualité de ces cours-là soit bien. Tout à fait. Madame Goyette, vous vouliez ajouter quelque chose? Je suis contente d'avoir entendu Madame du syndicat. C'est quoi vos noms, là? Moi, je m'appelle Brigitte. Et Simon. Madame Brigitte? Oui. C'est ça? OK. Donc, je suis contente d'avoir entendu Brigitte parler justement que certaines conventions collectives locales favorisent l'équité. J'ai pas l'impression que ça doit faire bien longtemps que ça existe, mais avec la précarité qu'on vit présentement au niveau des enseignants, je crois que ça oblige à une certaine façon de percevoir la culture, de changer la culture ambiante. Donc, peut-être négatif d'une certaine façon, mais je trouve que ça va plus vers le positif parce qu'on s'attend justement à nos jeunes et on veut les garder, ces jeunes-là aussi dans le milieu.
Mais d'un autre côté, on veut aussi garder les enseignants d'expérience. Puis, quand vous parliez de temps tantôt, c'est tellement vrai que le temps, c'est le nerf de la guerre. Tu sais, souvent, on va parler des ressources, mais le temps, c'est que les enseignants en ont pas. Puis, ils ont besoin de temps, oui, pour se concerter, oui, avec les élèves, mais ils ont besoin du temps pour vous, du temps pour se resituer dans ce fond. Parce qu'ils sont toujours, moi je trouve que c'est les pompiers de l'éducation, les enseignants, sont toujours en train d'éteindre les feux. Mais à un moment donné, pour avoir un sentiment de bien-être, des fois, il faut se recentrer sur nous-mêmes, dire bon, OK, je prends les décisions là. Bon, est-ce que j'ai pris la bonne? Des fois, en enseignement, ça va tellement vite qu'on prend les décisions, puis tout ça, mais au bout de l'année, on n'a pas comme eu le temps de vraiment maturer nos décisions. Puis pour certains enseignants, c'est des lecteurs de malade parce qu'ils ont toujours l'impression d'être dans l'urgence, ça n'arrête jamais. Mais pourtant, leur donner du temps, ça serait le plus beau cadeau pour, premièrement, faire en sorte qu'ils puissent vraiment se situer en tant qu'individu et développer une vision par rapport à leurs propres enseignements, leurs propres pratiques. Parce que la mode des pratiques pédagogiques, là, ça vient du fait que les enseignants n'ont pas le temps de dire, moi, là, j'aimerais ça peut-être développer mes propres pratiques. Donc, c'est plus facile de dire, je vais prendre la pratique de Pierre Jean-Jacques, puis le livre de un tel, puis je vais appliquer ça dans ma classe parce qu'ils sont surchargés, puis ils sont fatigués ici. Donc, le fait de leur donner du temps, je crois que c'est génial dans ce sens qu'ils vont pouvoir réussir à se retrouver eux-mêmes dans leur propre pratique et être vraiment sûrs qu'ils vont faire des activités qui vont ressembler vraiment au type de pédagogie qu'ils ont voulu faire. J'entendais monsieur l'enseignant qui s'appelle Simon. Simon. Donc, j'entendais Simon tantôt dire que lui, dans son expérience, souvent, il a décidé de se positionner et de faire ce qu'il avait envie de faire, malgré le fait que les collègues n'étaient peut-être pas vraiment dans la même perspective d'enseignement que lui. Mais ça, il faut du courage de faire ça. C'est pas quelque chose de facile à faire. Mais d'un autre côté, c'est là qu'on est capable de se développer comme un enseignant qui a une identité affirmée, puis qui sait où est-ce qu'il s'en va, puis développer du sens aussi. Parce que des fois, ça n'a pas de sens de faire des pratiques qui sont prescrites par certaines directions d'école, certaines commissions scolaires. Donc, le temps, oui, en effet, Brigitte a raison. Je crois que c'est un élément central qui pourrait améliorer les conditions de travail des enseignants. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, commentaires? Je terminerai en vous disant qu'il y a un représentant syndical de la France qui s'était fait interpeller par quelqu'un du ministère, du gouvernement. Il disait je suis content de vous rencontrer. Moi, je connaissais l'éducation, j'ai 3 enfants. Et le représentant syndical lui a répondu moi, j'ai 3 Volvo, je ne suis pas mécanicienne Volvo pour autant. Donc, en terminant, merci beaucoup à nos 3 intervenants aujourd'hui d'être venus. Merci à vous aussi d'avoir été au rendez-vous. Et dans le fond, je vous redirigerai, pour ceux qui ont le temps, il y a un petit cocktail en haut B328 qui est notre accueil. Donc, vous êtes cordialement invités à poursuivre la conversation, la discussion à cet endroit-là. Donc, merci encore. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. On vous a envoyé un petit quelque chose par la poste. Merci vraiment. C'est une belle expérience. On a vraiment plaisir. Merci énormément. Au revoir. Au revoir.